Bonjour, je suis Pablo Murgier Pacera, je viens de l'Argentine. J'habite en France depuis 8 ans et je suis un des compositeurs du nouvel album de Quinteto Iguazú. Je me considère un mélange de plein de choses qui n'est pas du tout quelque chose d'originel parce que c'est un peu la signature de notre époque. Je pense que on est beaucoup à avoir été baigné de plein de musique. C'est mon cas, que je commençais quand j'avais 5 ans le piano, plutôt avec le groupe et les artistes de musique qu'on écoutait à la maison chez moi, qui étaient beaucoup de musique populaire, mais aussi un peu de musique classique, un peu de jazz. Et ça a été un peu le paysage musical qui a bercé mon enfance. Et ensuite, j'ai fait une école de jazz en étant adolescent. Et ensuite, je fais la fac en composition classique, un master en musique classique de l'Amérique latine. Et il y a eu le tango aussi qui a marqué un peu cette période en tant que pianiste. Je pourrais dire que ma maison, c'est le tango. Mais en tant que compositeur, peut-être c'est la musique classique. Du coup, il y a tout ce mélange-là qui fait que c'est difficile de donner une définition simple à ce qu'on fait parce que voilà, cette catégorie-là, elle n'existe pas telle qu'elle est et il faut dire, voilà, c'est un peu de tout ça fait un peu le langage avec lesquels je m'identifie le plus. J'essaye dans tous les cas de rester fidèle à moi-même et surtout quand je ne suis pas l'interprète, comme dans les cas de ces disques, il faut être dans la création de quelque chose que c'est pas toi qui vas la jouer sur scène, a priori. J'essaye jamais de rendre quelque chose que moi je jouerais pas dans un concert avec mon public. Parfois on arrive plus, parfois on arrive moins. La composition a ça aussi de fascinant, non ? C'est dans ces risques-là qui se joue pour moi la fascination dans la musique, quelque part. Ensuite, ça m'arrive d'avoir un pied un tout petit peu plus trempé soit sur le tango, soit sur la musique classique. Ça dépend aussi de la formation pour laquelle je vais écrire. Pour cette pièce en particulier que j'ai écrite pour cet album, je fais quelque chose que je pense qui me ressemble parce qu'il y a un peu de la musique folklorique qui est très fortement liée aux racines du tango, et ensuite il y a plein de choses de musique classique que j'adore, et je pense que c'est à ces genres de synthèse que j'essaye de viser ça en tout cas. Et là avec cette pièce je pense que c'est assez réussi et que en tout cas je passe encore écouter l'enregistrement final, mais les audios que les quintettes m'envoyaient pour avoir un aperçu de ce que ça donnait en répétition et tout, j'en suis super content. De mon point de vue, il y a un enjeu qui est politique derrière finalement, ou socio-culturel on pourrait dire. Mais dans les liens entre Buenos Aires et le reste du pays, mais pas que, à mon avis, le tango est une musique folklorique de l'Argentine, comme la chacarera, la samba, la tonada, la huecha. Et c'est comme ça que je le vois. Évidemment, c'est la musique que, parce que Gardel, parce que Piazzolla, parce que c'était à Buenos Aires qu'il y avait les conservatoires et les moyens de que les musiciens qui jouaient cette musique-là soient formés et qu'il y ait la possibilité de vivre de leur musique, de voyager et de découvrir le monde et d'amener avec eux la musique qu'ils jouaient. C'est la musique qui a été la plus développée et mise en avant dans la culture musicale en Argentine. Mais le folklore, aujourd'hui en Argentine, c'est une musique qui est beaucoup plus vivante que le tango. C'est-à-dire, c'est vraiment à l'intérieur du pays, comme on appelle en espagnol, et ça continue à être quelque chose d'extrêmement populaire. Les festivals de folklore sont extrêmement... Il n'y a pas de point de comparaison.
en termes de popularité du folklore comparé à ce qui est le tango. On parle de milliards de personnes qui se déplacent pour voir des groupes. Et il y a une pulsion dans le folklore aussi, actuellement, qui est beaucoup plus vivante que dans le tango. En termes de perméabilité à avoir un regard actuel sur ces musiques-là. Évidemment, il y a les traditionalistes, il y a le modernisme, mais cette pulsion-là, elle est vivante. C'est-à-dire, ils s'engueulent. Il y a de la tension. Il y a parfois, je ne veux pas dire de la violence, mais il y a des gens qui sont très énervés. La première fois que El Chango Faria Gomez est allé au festival de Cosquín, qui est un peu le Gustox du folklore en Argentine, avec une batterie, il y a des tomates qui ont roulé sur scène, vraiment. Et moi je trouve ça merveilleux. Dans le tango, on voudrait bien qu'on nous jette de tomates, mais ça n'existait pas malheureusement, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent à cette musique, et j'espère évidemment que c'est une musique que aussi, malgré sa diffusion dans le monde entier, retrouvera un peu cette pulsion de discussion dans le bon sens, que parfois amène la polémique ou pas, mais d'un truc qui ne devient pas un musée de soi-même et qui est vivant aujourd'hui et que génère tout ce que la vie amène dans une musique. Là on parle de Piazzolla, mais Piazzolla c'était il y a 50 ans en fait, qu'il a fait son œuvre en fait, qui est merveilleuse, mais évidemment il y a des choses qui se sont passées après, il y a des musiciens et des musiciennes merveilleux qui sont venus après, mais je pense qu'il y a quelque chose là dans le tango, peut-être les liens avec la danse, peut-être la prolifération de la milonga comme un ensemble de codes hyper fermés, en communauté un peu sectaire. Ça a eu une influence finalement sur la musique, parce que quand t'as un groupe de tango, si t'as envie de jouer, si t'as pas accès que à des salles de concert, parce que ça reste une musique qui est très liée à la danse, il faut que tu joues pour des danseurs et des danseuses, et ils vont vouloir danser un répertoire qui est très figé, et même dans l'interprétation il est figé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui modifie la vie possible d'un projet autour du tango, et que ça a modifié la manière de concevoir le genre finalement. Et moi je trouve ça un peu dommage, j'essaye de me battre contre ça à chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer mes projets, et c'est pas du tout que j'aime pas les classiques dans le tango. Je les joue avec grande joie quand j'ai la possibilité, mais je pense que c'est très important de garder un œil sur les personnes qui sont en train de proposer de nouvelles choses, d'autant plus que ces projets, il est super intéressant, et que pour moi c'est vraiment une fierté d'en faire partie, et aussi d'être à côté des compositeurs que j'admire énormément. Quand je compose, la composition c'est pour moi elle a un rapport à l'ordre de l'intime qui est très fort. On ne peut pas arrêter d'être soi-même quand on compose. On se sent pas bien en fait. Quand ça arrive, tu te dis mais ça c'est pas moi en fait. Et je sais que on entend ça même quand je fais pas de compositions qui sont de l'ordre folklorique. Il va y avoir des couleurs, des harmonies, des gestes qui sont là, malgré tout. Est-ce que tu as envie de parler de ce qui t'a amené vivre en Europe ? En fait, c'est pas clair, ça fait 8 ans qu'on me pose cette question-là, et j'ai toujours pas la réponse. Je peux dire que c'était un ensemble de choses à un moment de ma vie aussi, que j'avais envie de voir autre chose, de découvrir le monde, de découvrir d'autres cultures, d'apprendre une langue, tout ça. Et évidemment, la vie en Argentine, elle était difficile déjà à l'époque pour
les personnes qui essayent de vivre de la culture, c'est encore pire aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà complexe. Et j'avais eu l'opportunité de faire quelques tournées autour de groupes de tango qui s'étaient bien passés. J'en avais pris une énorme claque de voir tellement de cultures, de langues, des choses en Europe. Et je me suis dit que je voulais essayer de vivre ici. Je l'avais pris au début comme ok, peut-être 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Après, les années passent, la vie prend des parcours qu'on n'aurait pas cru, et pour l'instant, je suis ici. Lorsque Winand m'a proposé de composer une pièce originale, et il m'a dit que c'était une carte blanche en fait, pratiquement, parce que je lui avais posé la question de qu'est-ce qu'il attendait de moi. Je pensais à une idée d'une musique que j'avais jouée un tout petit peu, mais pas en tant que composition, sinon en tant qu'atmosphère, dans le cadre d'une lecture musicale que j'ai eu l'immense chance de faire aux côtés d'Alice Sanitaire, qui est écrivaine et qui a écrit un livre qui s'appelle « Frapper l'épopée ». Et à ce moment-là de la lecture, il y avait une musique qui parlait d'un voyage en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, depuis la France, que à l'époque de Louise Michel, par exemple, était de 150 jours. Et à ce moment-là, dans le livre, la réflexion du personnage, c'est que si on est 150 jours dans un bateau, est-ce que c'est un voyage ou est-ce que c'est un séjour ? Et la quantité des océans différents et de mers différentes qu'on voit. Et à partir de cette idée, j'avais composé une musique qui est une sorte de vague très lente et qui arrive à des différents ports et qui arrive... il y a une sorte de continuité, mais à la fois ça change de couleur. Je voulais que ça rappelle trop la mer de Uzi, mais à la fois il y avait un tout petit peu de ça. Et il fallait dosifier un peu une sorte de mélodies et nostalgie d'un port quitté, mais à la fois de voyage tout le temps en mouvement. Et c'est pour ça que, avec cette proposition, j'ai pris ces motifs que j'avais composés pour cette lecture, et j'ai composé une pièce qui dure 5-6 minutes, dans laquelle il y a cette idée de voyage, mais dans la lenteur. C'est pas un voyage en avion, c'est pas un voyage en bus, c'est un voyage vraiment dans un bateau qui a un peu du mal à avancer, et avec cette lenteur de cette époque-là, et cette conscience un peu imaginaire évidemment, mais des corps des ancêtres qui mettaient parfois pour faire, même, je parle pas d'aller en Kanaki, mais faire Rotterdam, Buenos Aires, c'était 2 mois de voyage. Est-ce que pour eux, est-ce qu'ils avaient conscience de ça en fait ? Ou c'est juste que c'était un voyage très long et ils avaient l'habitude de cette lenteur, ou c'était juste un voyage pour eux ? C'était un peu cette question qui se pose dans cette composition, et c'est ça qui m'a inspiré. Et c'est pour ça qu'il y a des moments aussi d'une tension. On dirait qu'il y a des parties, on dirait qu'il y a des passages où on sent l'eau qui est transparente, mais à la fois il y a des éléments disruptifs qui disent ah non c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est la fatigue, c'est l'incertitude aussi. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré pour composer un phare si loin. Pour moi, c'est super important qu'il existe des groupes comme El Quintet Iguazú qui décident et qui prend le risque de faire appel à de nouveaux compositeurs, à de nouvelles compositrices, et qui génèrent cet espace qui n'existe pas. C'est hyper précieux.
C'est hyper courageux aussi, je le trouve, parce que c'est infiniment plus facile jouer ce que le public a envie d'écouter, qui est Piazzolla, qui est Paulina Cabeza, qui est cette musique qui est merveilleuse, mais qui est surjouée. Il prend un chemin qui est un peu plus de travers, qu'il faut se battre pour se faire de la place, pour se dire cette musique-là, elle existe, ça vaut la peine qu'elle existe en tout cas, et elle existe parce qu'il y a des groupes qui les jouent et qui après vont essayer de trouver des salles qui les proclament et les défendre sur scène en face à de nouveaux publics. Et quand on a cette expérience-là, on se rend compte que ça vaut la peine. Mais c'est extrêmement important qu'il y ait des groupes comme les quintettes Iguazu, je le célèbre. Et voilà, et j'ai hâte d'entendre cet album moi-même et de les voir jouer sur scène surtout.